Hello! Alors, des parents à accompagner, de l'action sociale et une éducatrice de jeunes enfants au taquet. Ce soir, on va vous parler avec Manon du service de placement à domicile et ça commence tout de suite, une fois qu'elle arrive, bien entendu. N'oubliez pas de me dire si vous m'entendez bien, comme d'habitude, on continue nos petits lives, notre petite série de lives estivaux. Voilà, sur ce mois de juin, on va parler encore une fois d'un nouveau lieu d'exercice. Tout le monde m'entend bien, c'est bon? Bonjour tout le monde. J'attends que Manon se connecte. Manon, où es-tu? Elle arrive. Non. Manon, comment j'ai pu faire? D'accord, merci Anna, on entend bien, parfait. Accepté. Voilà, super. Ça y est, ça marche. Je recadre. Salut Manon. Salut! Ça va? Oui, ça va. Bienvenue. Eh ben, merci. Enchantée. Merci d'avoir répondu à mon appel désespéré. C'était pas vraiment un appel désespéré, mais plutôt voilà, un appel à la participation collective entre collègues. Voilà, si on peut dire. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver des éducs sur des terrains un peu particuliers, déjà en protection de l'enfance, et je pense que sur des services comme ça, c'est vrai que c'est pas monnaie courante, donc c'était l'occasion de faire partager un petit peu. C'est ça, exactement. Puis ça permet de changer un petit peu aussi et de faire découvrir vraiment tout ce panel de lieux d'exercice dans lequel le jeu, elle peut, il ou elle, travailler. Et c'est toujours intéressant. Et comme d'habitude, je vous rappelle que la protection de l'enfance, je ne maîtrise pas du tout. Voilà. Donc ça m'apprend aussi beaucoup de choses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Sinon, vous avez la petite bulle en bas avec le point d'interrogation. Normalement, dedans, vous pouvez poser des questions. Ça nous donne la petite liste et nous, on peut les afficher au fur et à mesure. Mais en tout cas, moi, de mon côté, sur mon ordinateur, j'ai toujours les petites questions que j'ai préparées, que vous m'avez envoyées, et puis celles que j'ai préparées aussi. Donc voilà, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de toi, Manon. Et oui, il paraît. C'est ton moment. C'est ta soirée. Donc la première question, c'est souvent la même que je pose. C'est du coup, pourquoi éducatrice de jeunes enfants? Pourquoi? Quelle idée, quelle lubie? Ça vient. Alors, du coup, moi, ça a commencé très tôt, JE. Je pense que dès le collège, dans les fiches qu'on nous demandait de remplir, je l'inscrivais. Alors, bon, je pense que ça a pris sens au fur et à mesure, hein, clairement. Mais bon, j'ai de la chance aussi d'avoir de la famille dans le milieu du sanitaire, du social, auxiliaire de père, assistants familiaux. Donc, du coup, voilà, je savais que je voulais travailler avec les enfants. J'ai toujours eu le penchant un peu protection de l'enfance. Alors, bien sûr, ça évolue au fur et à mesure des années. Mais voilà, moi, j'ai su très tôt que c'était auprès des enfants que je voulais travailler. J'étais pas du tout sur le côté soins. Pour le coup, je me voyais pas du tout travailler à l'hôpital ou vraiment dans du soin. Donc, je savais que c'était l'aspect plus social. Et du coup, par rapport aux différents métiers qui existent, bon, après, au niveau social, sans trop de soins auprès des jeunes enfants, il n'y a pas non plus 10 000 possibilités. C'est ça. Donc, du coup, voilà, en me renseignant au fur et à mesure des années, donc je suis partie sur un bac pro ST2S et après, bah, j'ai suivi le parcours pour EJE, quoi. Mais voilà, le goût de travailler avec les enfants et l'aspect social et puis le fait de pouvoir aussi, je suis pas très fan de la routine ou à dose homéopathique. Du coup, je savais que voilà, la possibilité de travailler dans plein de lieux différents, etc., d'avoir plein de casquettes avec le même diplôme, ça me tentait bien aussi, quoi. Oui, c'est ça. Puis après, qui dit JE, on est aussi, normalement, officiellement, c'est les 0,7 ans, mais ça peut très bien évoluer qu'on travaille à l'hôpital ou autre jusqu'aux 18 ans, justement, ou lorsqu'on accompagne des enfants en situation de handicap, ou voilà, même si ils sont adolescents et qu'il faut les accompagner de la même façon qu'on accompagnerait les enfants plus jeunes. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on ne doit pas... Et c'est vrai que Pardon. pour le coup, j'étais pas du tout attirée par l'accompagnement des ados. Alors les parents ados, bon, entre-temps, bon, on chemine aussi, mais pour le coup, enfin moi, c'était EJE et quand on me disait oui, mais si c'est protection de l'enfance, pourquoi pas EduxP? Parce que moi, 0-6 ans, enfin voilà, la tranche d'âge me va très bien et je me voyais pas du tout être dans l'accompagnement d'adultes, de jeunes majeurs ou même d'ados de 12 ans. Et bon, au fur et à mesure, ça se confirme. Je pense que ouais, les 0-6 ans, c'est bien, quoi. C'est ça. Donc ça me m'allait. Et comment
allier le côté éducation spécialisée avec le côté petite enfance finalement quand on n'a pas envie de travailler avec des adultes, des personnes âgées ou autres, voilà. Ou forcément faire voilà, du travail social en dehors de la petite enfance. Ouais, c'est vrai que c'est assez ciblé. Est-ce que du coup l'appellation éducateur de jeunes enfants, c'est une appellation correcte de nos jours? Je sais pas, c'est toujours la question. On lance le débat éducateur. Il faudrait peut-être revoir ça. Du coup, toi, tu as fait ton BTG. Ah, Alors, ça a bugué chez moi, donc j'ai pas tout entendu. d'accord, ça a bugué de. Dites-nous de quel côté ça a bugué, du coup, comme ça on saura si je dois changer quelque chose ou pas de ma connexion ou pas. Je voulais savoir, c'était quoi ma question déjà? Oui, tu as fait BTS et après direct école de JE. En fait, j'ai fait un bac ST2S. Pardon. Ouais. Et comme j'étais de fin d'année à l'époque, alors c'est pas si vieux que ça, je suis entrée en formation en 2016, mais un petit peu avant, en fait, il fallait être majeur au mois d'octobre pour le premier stage. Et je savais que les concours étaient quand même assez sélectifs. Et donc, je me disais, bon, bah, c'est pour tenter le concours et me faire renvoyer parce que je n'étais pas majeure. Du coup, je suis partie direct sur une prépa et j'ai pas tenté le concours en sortie de lycée. Donc j'ai fait une prépa où en fait il y avait une grosse partie de stage. Je crois que c'était 14 semaines sur l'année. Ah ouais. Et je savais que c'était ce qui était aussi demandé au niveau des concours, d'avoir de l'expérience et de savoir un petit peu si on se représentait le métier. Donc moi, c'est la prépa, c'était surtout en fait pour l'aspect stage que je l'ai prise. Donc j'ai pas eu mes concours tout de suite en sortie parce que l'oral c'était très très compliqué pour moi à l'époque. Donc j'ai fait un an d'intérim dans divers milieux. Ça m'a bien confirmé que pour le coup c'était bien ça que je voulais faire et rien d'autre. Et du coup après j'ai repassé mes concours et donc je l'ai eu et je suis rentrée à l'IRTES de Reims en 2016 D'accord. et diplômée en Et ta 2019. prépa, c'était l'IRTS aussi qui l'a proposé? Non, je l'avais fait à l'époque sur Dijon et c'était une MFR qui proposait ça. Ils faisaient aussi les prépas infirmières, tout ça. Je sais même pas si ça existe maintenant avec Parcoursup, les prépas, on n'en a plus besoin. Bonne question. Franchement, je sais pas du Je tout. pense pas. Mais ouais, moi c'est un peu pareil parce que du coup j'avais tenté le concours plusieurs fois à l'époque et comme je l'avais pas pendant que je passais mon CAP et que je travaillais en crèche, bah j'ai fait une prépa aussi à l'IRTS de Paris. Donc du coup, et je l'ai eu aussi après, enfin, au bout du troisième, la troisième année, la troisième dernière tentative, et là je l'ai eu dans plusieurs écoles. Donc tu vois, faut jamais rien lâcher. Euh, du coup, cette date de quand, ton diplôme? Du coup, 2019, j'ai été diplômée. Oui, voilà, c'est pas si vieux, donc on peut peut-être en parler. Qu'est-ce que tu as apporté ta formation? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu envie de lâcher ou des moments où justement il y a des stages qui t'ont plus marqué, des rencontres? Quel bilan t'en fais de ta formation? Alors du coup, ma formation, donc moi je l'avais fait sur Reims. J'étais, enfin, plutôt contente. Après, de toute façon, on n'a qu'une vision, on fait qu'une école, donc du coup c'est compliqué de comparer. Mais non, dans l'ensemble, moi, enfin, j'en ai plutôt des bons souvenirs. Après, oui, il y a des périodes où on n'en peut plus, hein, clairement, où on a tellement de dossiers qu'on a même le choix de savoir sur lequel on va bosser le soir parce que de toute façon, on en a quatre à rendre. Oui. Donc c'est sûr qu'il y a des périodes comme ça, ou même en stage. Enfin, alors je sais que nous, le premier stage, c'était crèche obligatoire. Moi, pour le coup, qui avait fait 14 semaines, c'est pas que j'avais fait le tour, loin de là, mais qui avait envie de découvrir un peu autre chose. Bon, c'était un peu, voilà, un peu frustrant. Oui. Mais finalement, en plus, bon, ça n'a pas été un stage très simple, on va dire. On a découvert, voilà, la malveillance ou en tout cas enfin les gros problèmes d'équipe, enfin voilà, des choses pas très sympas mais du coup qui ont été hyper formatrices parce que du coup même si j'étais pas forcément sur mettre en place des médiations auprès de l'enfant, mes priorités étaient autres au vu de ce qui se passait sur le terrain, mais du coup on apprend l'intérêt de la communication en équipe, enfin de la présence des responsables, enfin voilà, et tout ce que on ne veut pas reproduire quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais. Donc le premier stage un peu compliqué, mais voilà, en même temps très formateur et j'en tire plus du positif que vraiment du négatif de ce que j'en ai vu. Après, j'ai fait un stage en CAMS parce que alors le handicap c'était pas du tout mon truc. Pour le coup, j'étais pas à l'aise, mais je savais qu'il fallait quand même que
je puisse accompagner des enfants en situation de handicap, puis que j'en ai au moins une approche. Et donc c'est vrai que le format CAMS, ça me plaisait bien parce que c'était sous forme de petites visites, c'était pas du quotidien avec enfin des gros soins, quelque chose d'aspect aussi médical. Et puis, enfin voilà, pas avec des grosses crises à gérer, des choses comme ça. Et en plus, on voit plein de handicaps différents, quoi. Donc ça a été hyper formateur. Enfin franchement, ça a été dur parce que c'est hyper pointu. Et du coup, au niveau développement de l'enfant, enfin, fallait être ultra calé parce qu'il faut connaître sur le bout des doigts le développement du jeune enfant pour pouvoir identifier en fait là où il y a des incohérences, quoi. Donc sur la moindre chose, moi j'avais une tutrice qui avait une capacité d'analyser le moindre geste de l'enfant. Enfin moi il prenait un pion, elle arrivait à parler coordination, enfin des choses qui, c'est vrai qu'en même en deuxième année d'éduc, il y a des choses encore qui nous échappent et même maintenant. Mais c'est vrai que du coup ça a été hyper formateur sur le développement de l'enfant, quoi. Ouais. Et puis du coup, j'ai découvert que ça pouvait me plaire aussi. Alors pour le coup, je pense que l'IME, tout ça, c'est toujours quelque chose qui sera pas pour moi. Mais c'est vrai que le format CAMS, le fait de voir plein de choses, de travailler avec une équipe pluriprofessionnelle, enfin d'avoir des tranches d'âge différents, etc. Franchement, je me suis régalée et peut-être qu'un jour, voilà, je serai amenée à repostuler sur ce genre de poste. Mais voilà. Après, au dernier stage, j'ai fait centre maternel. Je pense que j'ai dû aller là où Léa, si je dis pas de bêtises, a été là sur un poste. Et là, moi, je me suis vraiment régalée. Pour le coup, protection de l'enfance. Ouais. Et ouais, en centre maternel, voilà, ça a été le plein bonheur. Donc moi, j'ai fait mon mémoire sur les violences conjugales. Du coup, l'impact que ça avait sur les enfants. Ouais, c'est bien. Ouais. Ouais. Ce genre de thème, c'est trop bien. J'adore. Bah, ce qui est compliqué, c'est qu'après alors ce qui était top aussi, c'est qu'on avait pas mal d'interventions de professionnels de terrain. Ouais. Donc ça, c'est hyper enrichissant. Enfin, je me rappelle, on avait fait les maladies du jeune enfant avec un médecin du SAMU. Bon bah voilà, il a une approche qui est complètement différente qu'un formateur qui va l'amener forcément d'une façon un peu plus scolaire, un peu plus. Donc là, c'est vrai qu'à Reims, on avait à l'époque, en tout cas, pas mal d'intervenants professionnels. Et ça, c'est vrai que je trouvais que c'était top. Mais par contre, je trouve ce qui était un peu dommage, c'est que c'est pareil, ça a peut-être évolué, mais c'était très typé EJE crèche, quoi. On nous disait dès le début, alors c'est bien, vous avez d'autres envies, mais 80%, voire 90% des EJE, c'est crèche, donc rêvez pas trop. Enfin voilà. Et c'est vrai que des fois, sur des retours de stage, en CAMS ou moi en centre maternel, des fois on se comprenait pas avec certains formateurs parce que du coup, moi sur mon mémoire, j'avais fait un atelier éveil à l'eau avec, j'étais partie avec 2 bébés et puis une autre collègue stagiaire pour voir justement comment ça se passait la séparation, comment les enfants investissaient les temps d'éveil sans la présence de la mère, etc. Et eux, ça les dépassait en fait qu'on puisse séparer des enfants, des bébés si tôt de leurs parents et qu'on soit pas dans l'accompagnement faire avec le parent, etc. Donc c'est vrai qu'il a fallu un peu batailler, mais je pense que ça évolue aussi doucement avec la représentation qu'on a du métier aujourd'hui. Hein. Oui, c'est des choses qui reviennent souvent aussi. Déjà, cette histoire d'imposer un EAJE comme stage numéro un, une crèche lambda, je trouve ça dingue. Enfin, c'est vrai que après toute la difficulté, on en parlait hier durant le live, c'est de trouver des postes autres et on parlait justement d'y aller au culot en postulant sur des postes d'éduc P et qu'il fallait pas hésiter parce qu'on reste des travailleurs sociaux avant tout et pas que des spécialistes de la petite enfance. Donc puis de toute façon, ça coûte rien d'envoyer un CV, même comme ça, spontanément. Ou, au pire, il ne rappelle pas. Au pire, on va de l'entretien. Donc autant envoyer le CV. Il faut se sentir légitime de faire ça et essayer de saisir un peu sa chance, quoi. Et donc toi, une fois sortie de l'école, t'es partie sur quel type de structure avant d'atterrir là où tu es, ou peut-être que tu y es depuis d'ailleurs. Alors moi du coup au début je voulais faire plutôt des CDD parce que j'avais envie de voir plusieurs types de structures, bien que j'avais vu quand même plusieurs champs, mais voilà j'avais pas envie spécialement de m'installer dans une routine, dans une structure. Et puis finalement déjà ça a été compliqué parce que moi j'avais pas voulu postuler avant les résultats, sauf que juillet et août pour trouver un poste d'éduc c'est compliqué. Donc du coup finalement j'ai réussi à avoir un CDI en crèche. Donc voilà j'ai pris. Puis voilà c'était une crèche d'une trentaine de berceaux à peu près et en section. Donc il y avait qu'une section, donc un gros groupe d'enfants, mais en interâge. Et c'est vrai que moi j'avais apprécié. J'avais fait une crèche parentale
enfin une crèche associative pendant ma prépa et c'est pareil, c'était un groupe multi-âge et je trouvais que la dynamique des groupes multi-âge c'était génial et moi qui n'étais pas forcément fan des routines, enfin voilà où t'es 3 ans sur le groupe bébé, Mhm. bah là du coup comme il y a plusieurs tranches d'âge, on a plus facilité d'avoir des journées variées, de pouvoir monter des projets un peu différents, etc. Et voilà, ça a été une super expérience. Entre-temps, bon, il y a eu quand même le Covid. Ouais. Oui. Petit détail. Ah, oui, 2020. Ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça a été un peu la désillusion quand on a repris après le Covid, parce que du coup, on s'est retrouvé dans quelque chose où, bah déjà, bon, on avait beaucoup plus d'enfants parce que bon, il y avait eu quand même un manque à gagner, je pense, avec la crise sanitaire. Après, privé public, je pense que c'est au-delà de ça. Mais du coup, il fallait aussi compenser ça avec beaucoup de normes sanitaires qui nous prenaient un temps de dingue et du coup qui prenaient du temps sur l'accompagnement auprès des enfants. Mhm. Voilà, plein de choses comme ça, tous les projets mis en stand-by, voilà, plein de choses qui se sont enchaînées où moi je m'y retrouvais plus. Et puis avec aussi cette impression, alors pour le coup très personnel, hein, mais de perdre aussi dans la capacité à observer, etc. Parce qu'on n'avait plus beaucoup de temps, etc. Et c'est vrai qu'en protection de l'enfance ou dans d'autres milieux, enfin, ça nous demande d'être pointu en permanence, etc. J'avais été habituée à cette gymnastique-là et j'avais l'impression de perdre un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est plusieurs choses qui ont fait que j'ai été amenée à postuler un petit peu à l'extérieur et du coup en protection de l'enfance. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée en service de placement à domicile. Donc ça fera 2 ans en octobre, quoi. Donc il y a 1 an et demi à peu près. Donc là, on est sur le service de placement à domicile. Tu avais d'autres appellations, mais tu pouvais en parler ou pas? Ou d'où c'est. Ouais, comme c'est propre à l'association et que bon, j'ai pas demandé d'accord particulier, je préfère enterre le nom. Mais voilà, en gros, après, en fait, il y a plein de d'appellations différentes, mais qui cachent souvent les mêmes mesures parce qu'en fait, que ça soit de l'AEMO, du PAD, ça, c'est des mesures qui sont vraiment identifiables. Et souvent, chaque service baptise un petit peu son service à sa sauce. Et c'est vrai que bon. Alors, ça personnalise, mais en même temps, ça perd aussi un peu les gens parce que c'est déjà complexe la protection de l'enfance. Et en plus, des fois, on a des noms différents alors qu'on fait le même type, on exerce le même type de mesure, quoi. Donc toi, tu es sur quel type de service? Du coup, c'est quoi concrètement les objectifs? Alors du coup, alors moi la spécificité donc c'est du placement à domicile, sauf que donc le service a été créé suite il y a un centre parental du coup et suite aux besoins dans d'autres villes d'accompagnement autour de la parentalité du jeune enfant, enfin de la parentalité du jeune enfant. Du coup, ils ont décidé de créer donc 2 antennes du centre parental, mais sous format différent, donc sous format du placement à domicile. D'accord. Donc l'idée c'était alors nous on a quelques logements qu'on appelle externes où ça s'identifie un peu à du centre parental, c'est-à-dire que la présence est renforcée, que les familles nous versent à l'association un petit loyer et que du coup bah c'est meublé, etc. Donc Mhm. ça ressemble un peu à ce qu'on peut trouver en centre parental, mais ça reste sur de l'extérieur. Il n'y a pas une équipe en présence H24 comme on peut l'avoir sur des centres parentaux, quoi. Et après, sinon, le placement à domicile, c'est un petit peu le dernier recours en général avant ce qu'on appelle le placement sec. Donc le placement soit en institution, soit en famille d'accueil, en fait. D'accord. Déjà, c'est Voilà. quoi la différence entre le centre maternel qu'on a vu hier et le centre parental pour ceux qui ne savent pas? Alors, bah, pour le coup, pour avoir, je pense, fait les deux structures, le centre parental, c'est juste qu'en fait, là, ils accueillent des familles, donc le couple ou soit le papa tout seul avec l'enfant. Euh, donc là, pour eux, c'est quelque chose qui est inscrit depuis des années. Là-bas, ils avaient un service mineur à l'époque qui n'existe plus. Il y a des cas particuliers, mais voilà, ça peut être une maman avec son enfant de moins de 3 ans, un papa avec son enfant de moins de 3 ans ou un couple. Ok. 23 ans. Voilà. C'est juste une intervention de chat. Souvent, je relis le chat parce que quand vous aurez le replay, vous n'avez pas accès au chat. Et du coup, c'est toujours intéressant de voir ce qui s'y passe. Et donc, nous avons des interventions de Cyril qui nous dit qu'il existe trop d'appellations pour ce type d'intervention. ADOF, SAM, PEAD. Et effectivement, et toi, tu en avais d'autres. On s'est enfin réveillé en protection de l'enfance en se disant qu'on avait besoin de jeux dans ce type d'accompagnement, surtout en ce moment. Tu m'étonnes.
Petit plus, et après je me tais, premier non, ne te tais pas. Le placement à domicile s'est développé notamment suite à la loi de 2016 qui demandait à maintenir l'enfant le plus possible dans son environnement. Ok, d'accord. Voilà, quand on parle de placement des familles, c'est quel type de familles qui viennent et comment elles arrivent ici, en fait? Alors nous, ce que j'ai pas dit, c'est que la spécificité du coup du fait d'être rattaché à un centre parental, c'est que du coup on est sur un service de PAD, mais où on a ciblé, alors de base 0,3 ans, mais on va jusqu'à 0,6 ans. Mais du coup on n'accompagne pas. Alors sauf quand il y a des fratries, mais en général on essaye que au moins un enfant, voire la majorité des enfants, soit entre 0 et 6 ans. Ok. C'est la petite nuance qu'il y a avec plein d'autres services de PAD qui en général font du 0,18 ans. D'accord. Ouais. Et du coup, ta question, je l'ai oubliée entre-temps. Ben, c'était comment, du coup, les familles, pourquoi les familles sont placées ici, en fait, et comment elles arrivent ici? Par C'est un... ça. Alors, en fait, ça peut être des familles, tout passe par le conseil départemental. C'est-à-dire que nous, c'est le conseil départemental qui nous oriente les familles. On n'est pas contacté directement ou alors on renvoie par le conseil départemental. C'est vraiment eux qui nous orientent et qui peuvent être orientés. Comme il existe plusieurs services de PAD sur le territoire en général, ils orientent pareil en fonction des problématiques et en fonction pour le coup nous de la tranche d'âge. Parce que du coup, si c'est deux ados, notre service se positionnera pas. Et donc, c'est soit des familles qui sont dans le circuit de la protection de l'enfance, avec par exemple une famille qui a déjà été suivie où il y a une grossesse à venir et qui ont déjà eu un séjour en centre maternel et on sent qu'il y aura des gros besoins et du coup il y a une proposition de placement à domicile qui est faite, soit suite à des IP, à l'enquête, etc. Et on estime que, parce qu'en général, pour faire un petit peu la graduation, alors je vais peut-être en oublier, mais il y a tout ce qui est suivi de prévention, PMI, les consultations, tout ça pour les tout petits. Il y a tout ce qui est centre parental qui est quand même assez renforcé. Et sinon, après, il y a les mesures d'AEM où c'est des visites. Alors, c'est pareil, ça dépend beaucoup des services, mais en général, tous les 15 jours, voire des fois plus, suivant le nombre de mesures qu'il y a par éduc. Mais voilà, nous, on est vraiment orienté quand il y a un besoin d'une intervention renforcée parce que le PAD, donc le placement à domicile, on intervient donc au domicile de la famille en moyenne 2 fois par semaine. Ok. C'est quoi, Voilà, et ça peut être plus. c'est quoi que tu appelles une intervention renforcée? C'est en fait c'est le fait qu'il y ait plus d'interventions sur au niveau quantité à la semaine et puis sur des temps assez longs. Alors après moi j'ai jamais travaillé en AEMO donc je pourrais pas détailler vraiment les différences. Mais nous voilà on peut partir sur des accompagnements à la demi-journée ou passer même bon c'est plus exceptionnel mais une journée avec la famille. Enfin voilà on peut y retourner 4 fois sur la semaine s'il y a besoin. Donc c'est vraiment plus de l'intensif. Par rapport à des mesures où voilà l'éducateur passe sur rendez-vous tous les 15 jours pour faire un petit peu le point, refixer des objectifs. Là, on est vraiment dans le quotidien des familles, quoi. D'accord. Alors, on nous dit dans le chat, Cyril, ah, c'est ce que j'allais dire, c'est pas souvent des PAD juste pour les petits, c'est pas mal. C'est que des admissions administratives, il n'y a pas de jugement avec le juge pour enfants. Alors si il peut y avoir des mesures administratives ou judiciaires. Donc, c'est-à-dire qu'administratif, la famille signe un contrat avec le conseil départemental de notre service en acceptant le placement à domicile. Soit c'est judiciaire et du coup, ça passe par un juge. Ça passe par un juge. Sachant qu'on a aussi dans les configurations, donc on a des familles qui sont déjà dans le circuit et du coup qui a un nouvel enfant et voilà. Des familles qui, suite à une IP qui sont signalées, où on peut aussi accompagner des retours au domicile. Moi, j'ai eu l'exemple d'un enfant qui a été placé pendant 1 an ou 2, et du coup, pour accompagner le retour à domicile, il y a eu une demande du juge d'un PAD. D'accord. AMO, souvent plus d'une fois, tous les 3 semaines, un mois. Il demande si tu as plus de mesures qu'en placement à domicile. Tu as combien de jeunes en référence? Alors ça c'est pareil. Encore une fois, je parle pour mon service parce que je sais que d'un service à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes façons de travailler, pas forcément le même quota. Nous, je pense qu'on est relativement chanceux. Nous, on essaye de travailler d'avoir 7 familles maximum par éducateur.
sachant qu'on a aussi le double luxe de travailler en binôme. C'est-à-dire que on travaille en binôme éduc. Donc c'est soit alors c'est parce que c'est les professionnels qui sont sur le service actuellement, mais ils sont plutôt ouverts à des profils divers. Mais pour le coup, nous, c'est une EduxP ou donc une JE avec soit une auxiliaire de puériculture, soit une TISF. Et donc, soit on fait une intervention chacune dans la semaine, donc on travaille de façon toujours ensemble, mais soit on intervient chacune une fois dans la semaine, soit on intervient en binôme. Et c'est vrai que pour des situations qui sont plus compliquées, soit des grosses fratries, soit des situations où c'est très conflictuel, où l'enfant sollicite beaucoup, où le parent, on a quand même pas mal de profils de parents avec des déficiences, des choses comme ça, et où le parent va mobiliser beaucoup d'énergie. Le fait d'intervenir à deux, ça permet aussi de pouvoir accompagner différemment, de pouvoir se centrer sur l'un sur l'autre. Voilà. C'est un vrai confort de travail, quoi. Cyril disait que cette famille, c'est pas mal déjà. Lui, il était sur 5-6 références quand il y bossait. Était toujours en binôme, même avec un seul enfant? Alors oui, en fait, il y a un binôme d'attitrés par famille. Alors après, sachant que quand je dis 5 à 7 familles, forcément, ça dépend de la composition des familles. Parce qu'en soi, on peut avoir une dizaine d'enfants en suivi, ça dépend un peu, ça dépend les compositions des familles. Moi, c'est vrai que bon, là, je suis pour l'instant en pause, mais j'ai globalement, pendant 1 an et demi, tourné à 5 familles. Mais c'est pas normalement la routine du service. On dit qu'en général, à 7, c'est correct et ça permet de faire les choses assez correctement et d'avoir suffisamment de temps pour accompagner les familles, d'être aussi disponible en dernière minute parce que quand on a trop de familles, enfin, il y a un moment donné, c'est compliqué. Et pareil, le fait de travailler en binôme, ça permet de faire une visite par semaine, par famille, si on fait que des visites individuelles. Donc, du coup, 7 rendez-vous sur la semaine, ça reste jouable, même si on compte aller une demi-journée par rendez-vous. Voilà. Par contre, si on tourne à plus, je sais que les collègues sont déjà montés à 9. Bah là, elles disent elles courent partout. Et pour l'accompagnement de dernière minute chez le médecin, bah en général, c'est pas possible parce que il y a déjà d'autres choses de prévues, quoi. D'accord, ok. Est-ce que tu travailles en lien avec l'aide sociale à l'enfance? Oui, bah complètement, hein. Du coup, nous, donc c'est le conseil départemental qui nous oriente en fait, qui nous oriente les familles. Et après, on travaille en partenariat avec, tous les professionnels qui peuvent rentrer en ligne de compte et qui accompagnent la famille. Donc, ça peut être la PMI. C'est souvent d'ailleurs la PMI parce que les suivis médicaux étant aussi très compliqués sur ce territoire-là, l'absence de médecins traitants, etc. Et puis nous, on accompagne les familles souvent vers les consultes PMI. Donc, on travaille en lien direct. On a une famille qui a été orientée par un CHRS et où il y avait un accompagnement social qui était mis en parallèle. Donc, oui, on travaille, on fait partie de façon des services de l'aide sociale à l'enfance. Donc, voilà. En protection de l'enfance, je trouve que vous avez une vision tellement plus large du travail social et de comment ça se passe en interinstitutionnel, etc. Et je trouve que les professionnels de la petite enfance, quand elles travaillent en crèche, c'est pas comme si elles avaient des œillères, mais en fait, Mm. elles regardent pas plus loin que leur propre institution. Et parfois, sont pas capables de déterminer, voilà, est-ce que là, on est en lien avec tel partenaire de tel réseau, tel. Et c'est ça aussi qui fait défaut. Du coup, je raccroche avec la VE, parce que je suis l'accompagnatrice de la VE, que les dossiers sont plus difficiles à valider, parce que souvent, tout ça, l'ASE, tout ce qui se passe autour, ça leur parle pas du tout. Mm. Parce qu'il n'y a pas assez de connaissances en pratique sur le travail en réseau et c'est très très difficile de leur faire saisir tout ce qui se passe. On va revenir sur du coup le rôle de l'EGE dans ce lieu-là, mais Cyril te demande aussi si vous avez un référent à l'ASE avec qui vous bossez ou pas forcément. Oui, après on est rattaché, si je puis dire, au cadre enfance. Donc nous là, donc ça a été cadre enfance et là on a une coordinatrice de parcours ASE, du coup
avec qui on échange régulièrement. Et de toute façon, par exemple, quand il y a une prise de décision, que ce soit un accompagnement administratif ou judiciaire, nous, on donne des préconisations. Le conseil départemental, par le biais de la cadre enfance ou de la coordo, donne une position et la famille donne une position aussi. Et donc, de toute façon, c'est le conseil départemental qui donc finance ce qu'on appelle les prises en charge et qui, du coup, a quand même le dernier mot, si je puis dire, sur la poursuite, le lancement des mesures, quoi. Ok. Après, au quotidien, on échange régulièrement quand ça se complique, quand ça va mieux. Enfin voilà. Mais on est amené à échanger régulièrement. Mais dans l'accompagnement quotidien, il y a un travail ensemble, mais on n'a pas besoin de les consulter à chaque fois qu'on veut faire un accompagnement spécifique, quoi. C'est plus sur les renouvellements de mesures ou sur des situations qui se dégradent ou qui s'améliorent, savoir sur quoi on part, si on allège, on renforce, voilà. Mais sinon, concrètement, voilà, on fonctionne au sein du service, quoi. C'est là qu'on voit la différence entre les départements, c'est fou. Ah bah oui. Et justement, vos échanges comme ça, c'est à quelle fréquence il y a des objectifs? Alors, ça dépend de l'ambiance au conseil départemental. Suivant, voilà, on sait que c'est des structures comme plein d'autres, hein, mais où ça peut être plus ou moins compliqué. Et puis, ça dépend du professionnel. Nous, on a eu une période de flottement où c'était un peu compliqué pour eux, donc où on n'avait pas trop de rencontres. Et là, je crois que avant que je sois en arrêt, on faisait un bilan, allez, je dirais tous les 3 mois à peu près. On avait essayé de caler des échéances et on essayait de se faire un point aussi avant les audiences parce qu'on s'est retrouvé à un moment où on allait en audience et on s'était pas concerté avec le conseil départemental en dehors des mails, quoi. Et c'est vrai que pour les familles, c'est quand même bien qu'elles puissent avoir un temps d'échange avant l'audience et de savoir comment le conseil départemental va se positionner parce qu'il se positionne pas forcément comme nous. Et le découvrir le jour de l'audience ou le jour du potentiel renouvellement, ça peut être un peu compliqué, quoi. Et puis ça permet aussi de reposer les choses. Nous, d'être soutenus aussi par le conseil départemental quand on adopte une position sur des familles. Moi, j'ai eu le cas d'une famille qui dépassait les bornes à plusieurs reprises où nous on a fait des rendez-vous avec la chef de service pour remettre un peu les choses au clair, expliquer pourquoi on était là et ce qu'on avait à supporter ou pas, si je puis dire. Et le fait que le conseil départemental puisse à un moment recadrer les choses, reprendre ou faire des fois un peu de médiation entre guillemets entre le service et la famille. Enfin voilà, c'est important qu'on puisse travailler ensemble, mais c'est vrai que ça dépend des institutions, de ce qui se passe aussi pour eux à ce moment-là, quoi. Ok, je comprends. On va revenir un peu sur les bases, donc c'est-à-dire ton rôle du coup en tant que JE, parce que là on a vu un peu toute l'amplitude et toute la portée du travail, etc. en réseau. En concret, être JE dans ce type de lieu, qu'est-ce que ça apporte en plus? Comment tu vois ton rôle, toi? Alors, pour le coup, moi, quand je suis arrivée, autant ils connaissaient le métier de JE parce que par le biais du centre parental, ils en avaient déjà eu. Mais en fait, sur les services de PAD, en tout cas, moi, j'en ai pas. J'étais la seule du service. Donc, j'ai un peu construit mon truc à ma sauce, si je puis dire. Mais Parce que l'idée. souvent, vous me répondez ça, hein, je suis la seule JE de toute l'équipe en protection de l'enfance. Hein. Comme dit Cyril, c'est un truc qui va peut-être reprendre de l'ampleur, mais c'est vraiment plus des EduxP que les EGE. Vous êtes en minorité. Bah, puis c'est vrai que là, le fait que ça soit rattaché à un centre parental, en fait, ça fait la différence aussi parce que du coup, ils connaissent déjà le métier de JE. Et puis en plus, aussi, au sein de l'association, il y a une crèche familiale et une crèche collective. Donc, du coup, c'est un métier qui était déjà connu. Le fait d'être sur une tranche 0-6 ans, enfin voilà, j'ai été, entre guillemets, plus rapidement légitimée et eux reconnaissaient l'intérêt d'avoir une JE directement. J'ai pas eu ça à
défendre quelque part, c'était déjà plus ou moins acquis. Après, mon rôle, j'ai envie de dire, c'est plus ou moins le même que dans n'importe quelle structure. C'est voilà, d'accompagner l'enfant, d'accueillir la famille, faire du soutien à la parentalité. Enfin voilà, il y a un gros rôle de travail en équipe, mais enfin, c'est des choses qu'on retrouve. C'est juste que je pense que sur le quotidien, on le fait un peu différemment. Mais finalement, les missions de l'EJE, je trouve, sont les mêmes que celles que j'avais en crèche. C'est juste que je les exerce pas de la même façon. Et puis là, il y a quand même une part importante d'écrit, bien qu'elle soit aussi importante des fois en crèche, parce qu'avec tous les projets PEDA, etc., il y a aussi du boulot. Mais là, c'est sûr que, enfin voilà, il y a des rapports à faire régulièrement. Tout ce qui est technique d'entretien aussi, qui est un peu plus spécifique, je dirais. À la protection de l'enfance, ou en tout cas moi dans le service de PAD, parce que du coup on fait souvent des entretiens, on intervient en domicile, mais ça ressemble souvent à de l'entretien et des techniques d'entretien. C'est pas forcément ce pourquoi on est plus formé en tant que JE. Enfin en tout cas moi c'était un peu ce qui pouvait me manquer au début. Euh, donc voilà, c'est des petites choses qui sont un peu plus spécifiques, je dirais, à la protection de l'enfance, tout ce qui est un peu médiation familiale. Alors après, moi, je suis pas spécialisée dans le domaine et on ne fait pas que de la médiation familiale, mais forcément, en intervenant au domicile, on est amené à gérer les conflits entre les parents, les désaccords, etc. Et ça, c'est des choses qui sont un petit peu plus spécifiques pour le coup. Sur ce type de poste-là. Après, mes missions, quelque part, elles sont les mêmes aussi que mes collègues, notamment que ma collègue EduxP ou même mes collègues TISF, auxiliaires de pair, surtout qu'on est sur un service où l'idée, c'est que chacun apporte ses compétences en plus et se complète, mais on n'est pas sur des différences où la TISF va faire telle mission, l'éduc fera telle mission. Enfin, voilà. La grosse différence, si je puis dire, c'est qu'on est plus à charge des écrits. Mais enfin moi je l'ai fait avec mes binômes. Donc après en fonction d'elles la partie qu'elles veulent prendre ou pas, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins à l'aise et qui se reconnaissent plus ou moins dans cette fonction-là. Mais à part ça, concrètement c'est la façon dont on va exercer les choses qui va varier plus que les missions de fond, quoi. Et du coup, pour rester du coup sur les tâches, puisque les missions, effectivement, comme tu dis, c'est plus général. Si tu as ta journée type, une journée type classique, ils aiment bien, on vous aimez qu'on vous donne du concret. Ça ressemble Non, mais à quand tu arrives. c'est vrai que ça permet de se représenter un petit peu. Alors, l'avantage aussi de ce genre de poste, c'est que la journée type, quelque part, elle existe, mais elle n'existe pas vraiment. C'est qu'il n'y a jamais deux fois la même journée. Mais en gros, il va avoir une partie d'intervention. Donc, je sais que par exemple, moi, j'arrivais le lundi matin, c'est de reprendre contact, avec toutes les familles, de caler les rendez-vous de la semaine. Donc, ça va être en fonction. Donc, on a aussi des enfants d'âge scolaire. Donc, c'est vrai qu'en termes d'intervention, ça limite aussi parce que tous les temps où ils sont à l'école, alors ça ne nous empêche pas des fois de faire des temps avec juste les parents, mais l'idée c'est d'intervenir quand même au maximum quand l'enfant est présent. Donc ça va être par exemple de caler toutes ces interventions en fonction de ce qu'on veut travailler. Donc par exemple je vais faire le bain avec telle famille, avec une autre ça sera le pique-nique du mercredi midi, avec une autre ça sera proposer un temps d'éveil pour un bébé, assister aux premiers repas pour un autre qui fait la diversification alimentaire. Donc sur une journée type, on va dire que le matin ça peut être à 10h je vais faire un bain chez madame untel. Ça peut être le coup de téléphone à l'école à 11h30 pour faire le point par rapport à une autre situation, pour voir un peu où l'enfant en est, parce qu'il y a eu des changements, ou voir comment elle s'adapte, etc. On a pas mal de temps on a des temps de réunion hebdomadaires, pas toujours suffisants, mais on en a. Donc il va avoir tout le temps de transmission avec les collègues aussi. Nous c'est souvent, enfin moi je sais que c'est souvent quand on retourne de VAD, donc de visite à domicile, on passe un petit coup dans le bureau voir la psychologue pour débriefer un petit peu, parce que c'est vrai que quand on intervient des fois seul, on a besoin aussi soit d'évacuer, soit de dire là je me questionne sur ça, ou j'ai observé ça, qu'est-ce que t'en penses. Il y a un gros travail aussi de travail en équipe, mais qui se fait souvent de façon indirect en dehors des temps de réunion, où on se retrouve dans le bureau, on échange, je viens d'aller voir telle famille, j'ai vu ça, voilà. Après il y a tout le travail de notes aussi, de retour de VAD. Alors après ça c'est propre à chacun. Moi je sais que j'ai des collègues qui n'ont pas forcément besoin de prendre de notes. Moi je préfère prendre un petit peu de notes à chaque VAD, ou en tout cas sur la majorité. Et puis après il y a toute la partie écrit, préparer les rapports, voilà, pour les
les audiences, pour les fins de mesure. Mais voilà, sur une journée type, en général, on va dire que c'est deux rendez-vous chez des familles, en général, avec en plus le temps de route. Voilà, déjà qu'on en a fait un dans la demi-journée, c'est déjà bien. Et puis voilà, les appels aux partenaires, des rendez-vous, bah, des fois, des réunions des équipes éducatives, un rendez-vous avec le CAMS pour faire accompagner la famille pour l'admission. Voilà, des temps en équipe et puis des temps d'écrit. Du coup, c'est quoi tes valeurs auprès des parents et auprès des enfants? Qu'est-ce qui est important pour toi et pour lesquels tu déroges pas ou pour lesquels tu te bats tous les jours? Mm. Alors, bah, quelque chose qui est, moi, c'est mes collègues pour le coup sur ce service-là enfin, pour elles, je pense que c'est une valeur pour le coup du service en entier, c'est le fait d'être transparent avec les familles. Et c'est vrai que d'autant plus dans ces services de protection de l'enfance où elles ont déjà souvent le sentiment d'être biaisées, de pas être entendues, qu'on décide à leur place, etc. Ou des fois d'être trompées parce qu'on essaye de les amener là où on veut ou pour qu'ils acceptent quelque chose. Du coup, on dit pas forcément tout ce qui peut se passer ou toutes les options qui s'offrent à eux. Et c'est vrai que nous là, c'est quelque chose auprès des familles et quelque chose qui paye. Enfin, il y a pas photo. Les familles le sentent, mais quand on est transparent avec eux, des fois ça crée des moments compliqués. Hein, on se dit bon, peut-être que je m'épargnerai les trucs là pas très cool, mais le fait de mettre les pieds dans le plat, si je puis dire, au fur et à mesure, de dire bah là, même si on peut pas le faire sur l'instant T, parce que des fois il y a les enfants et que c'est pas le moment de reprendre certaines choses, mais de leur dire écoutez, enfin là ça ce que vous avez fait, bon, c'est pas possible ou enfin voilà, le fait d'être transparent avec eux ou de dire bon bah l'audience est dans 3 mois, nous pour l'instant on part vers un maintien de la mesure ou un placement parce qu'au vu de ça, enfin voilà, le fait vraiment d'être transparent avec eux au fur et à mesure, alors après en dosant aussi le profil de la famille qu'on a en face. Mais ça, je trouve que, enfin, surtout avec dans n'importe quel milieu, mais en protection de l'enfance, il n'y a pas photo. Le fait d'être transparent avec les familles, ça fait toute la différence. Et puis après, le fait, enfin voilà, d'être à l'écoute, de savoir s'adapter, de savoir remettre en question, se remettre en question aussi, parce que bah on vit presque avec eux, hein, si je puis dire, et que bah nous aussi, il y a des jours, alors eux, ça leur arrive souvent régulièrement, mais nous, ça nous arrive aussi des fois d'être maladroit dans nos propos, ou enfin voilà, d'avoir mal interprété quelque chose et de pouvoir se remettre en question et dire à la famille, bah c'est vrai que oui, peut-être que ce jour-là, j'étais moins cool. Enfin voilà, et puis remettre en question ses propres pratiques et ses représentations sur les pratiques éducatives. Je pense que vous en avez parlé aussi hier, mais ce qu'on croit simple et acquis et que tout le monde devrait savoir, eh ben on se rend compte qu'il y a plein de familles qui ne le savent pas. Et du coup, si on part en se disant que bah forcément on s'est préparé un biberon et c'est quand même pas compliqué, bah tout de suite ça crée voilà des conflits, des problématiques et pour accompagner on n'est plus dedans quoi. Donc savoir aussi remettre en question tout ça et puis de se dire aussi que bah bon, on n'a pas réponse à tout et que peut-être que des fois on a un chemin où on aimerait les amener, mais ils nous en proposent un pour des raisons culturelles, pour des raisons, enfin des valeurs aussi personnelles à eux, et que bah des fois il faut arriver à faire un pas de côté et se dire que bah finalement l'objectif c'est le même et que peut-être que si on emprunte leur chemin, bah déjà c'est leur choix et puis il est peut-être pas moins bon que celui qu'on avait imaginé quoi. Oui, et puis le but pour créer du lien, c'est quand même de valoriser les fonctions parentales. Donc voilà, même si bon, il y a certains moments où on ne peut pas les valoriser quand il s'agit de certaines situations un peu problématiques ou voilà, un peu gravissimes avec certaines familles. Mais notre rôle, c'est quand même de ne pas être dans le jugement aussi, d'être juste là pour les accompagner, pas pour les descendre, mais tout ça dans le bien de l'enfant finalement. Donc parfois, il n'y a pas trop le choix. Et donc, C'est ça, nous, c'est ce qu'on leur dit. On n'est pas là pour juger, c'est le juge qui fera ce job-là. Et par contre, nous, c'est pas. Enfin, moi, ce que j'aime bien dire aux familles, c'est je peux tout entendre, mais je peux pas tout comprendre. Donc, c'est-à-dire que, enfin, voilà, ils peuvent se confier. Enfin, il n'y a pas de souci, on peut en débattre, mais il y a des choses. Enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, quand on est sur des cas de maltraitance ou des propos inadaptés tenus aux enfants, enfin, voilà sur des choses comme ça, on peut entendre qu'à un moment c'est compliqué, on peut entendre, mais par contre, on peut pas comprendre qu'on en vienne à secouer. Enfin voilà, je vulgarise un peu les situations, mais voilà. Et en général, c'est des choses que les familles arrivent à comprendre assez facilement. dans le chat, Shay nous dit super intéressant, ça reste très souvent de l'aide contrainte. Donc c'est très important la transparence pour créer une relation de confiance. Effectivement, moi, ce que tu dis, ça me rappelle un cas que j'avais vécu quand j'étais stagiaire en pédiatrie. Et d'ailleurs, je crois que j'avais évoqué
cette expérience-là avec Adeline Parpex qui nous regarde, là, je vois. Il me semble que c'était avec toi, Adeline. Ah bah tiens, elle vient de poster quelque chose. Où vraiment, ça dépeint pas mal la teneur de l'accompagnement, enfin le rôle de l'accompagnement parental qu'on doit avoir. Moi, quand j'étais stagiaire en pédiatrie, je me rappelle très bien, je devais accueillir une famille avec un enfant dans la maison de l'enfant. Donc l'enfant était malade et en fait, je me suis rendu compte en réunion que il y avait une suspicion de syndrome de Munchausen par procuration. Donc le syndrome de Munchausen, c'est en gros, c'est là, voilà, la maman, on suspectait la maman de faire du mal ou d'étouffer son enfant pour, voilà, pour plein de raisons. Vous irez sur Google pour renseigner sur le syndrome de Munchausen par procuration. Euh, et donc l'enquête, c'était qu'elle allait d'hôpitaux en hôpitaux pour faire soigner son enfant, etc. Et on ne savait pas la cause officielle. Et le but, c'était qu'il y avait une enquête derrière pour éviter. Et notre rôle, c'était d'éviter de, bien sûr, lui dire, pour qu'elle s'enfuit avec l'enfant et qu'on la retrouve jamais, en fait. Et là, notre rôle aussi, il est là, c'est cette histoire de non-jugement, etc. C'est que oui, on n'est pas là pour juger, c'est le juge qui va le faire. On n'est pas là pour enquêter, c'est la police qui va faire son travail, normalement. Mais la difficulté, c'était, voilà, quand tu es étudiante en deuxième année et que tu dois accompagner un enfant qui, en plus, est un enfant qui, en plus, était un enfant, voilà, Julie, magnifique enfant, et que sa maman était à côté, toute sourire, avec, voilà, et c'était une mère, en fait. Et tu dois accompagner une mère en sachant ça. Ouais, c'est ça notre rôle, en fait. C'est malgré tout, la neutralité, elle est importante. Il faut faire fi de ça, mais tout ça dans le but du bien-être de l'enfant. Là, c'était même dans le but de le sauver, de pouvoir le sauver finalement et d'avoir, voilà, d'arriver plus ou moins. Je sais jamais, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas la fin parce que mon stage c'est terminé. J'espère que cet enfant cet adulte maintenant. Oh mon Dieu, je suis vieille. J'espère que cet adulte va bien maintenant. Mais voilà, c'était mon petit exemple pour parler un petit peu de moi sur un live aussi de Manon dont on parle. Adeline nous dit ça doit pas être évident au début d'être à l'aise dans l'intimité de l'autre au domicile. Il doit falloir un certain temps d'adaptation pour se sentir à l'aise, mais quelle richesse. Shay nous dit comment réagir face à une pratique parentale inadaptée, surtout pendant les VAD, donc on va en parler. La casquette pro protège assez des violences possibles à domicile face aux annonces. As-tu déjà eu... Oui, d'accord. Donc, il y a plein de questions sur la VAD. Donc, on va reprendre. Du coup, la question de Shay, comment tu vas réagir face à une pratique parentale inadaptée, surtout pendant les VAD? Il y a des moments où on est obligé de rien faire, en fait. Bah, c'est ça. Alors en fait, c'est bon, c'est un juste dosage et en fonction des familles, on réagit pas aussi de la même façon. Ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas de situation où on copie-colle en fait notre réaction. Déjà au début, nous on est dans une phase d'observation. Alors sauf forcément quelque chose de grave ou une mise en danger ou voilà. Mais au début, on va aussi observer, laisser un peu de temps et puis en fonction de ce qui se passe, si ça peut être, si ça peut attendre le fait qu'il n'y ait plus la présence de l'enfant, on essaye de reprendre avec le parent une fois qu'il n'y a plus l'enfant. Parce que ce qu'il faut qu'on soit vigilant aussi, c'est de pas discréditer le parent, parce qu'on intervient quand même régulièrement et forcément un enfant, ils sont quand même aussi très malins. Et si on est sans arrêt sur le dos du parent à dire bah vous auriez dû faire comme ci, vous auriez dû faire comme ça c'est pas possible, etc. Il y a un moment donné, on va pas l'aider du tout parce qu'on va le discréditer. Donc c'est aussi dans la façon d'intervenir. Alors moi c'est vrai que je passe pas mal aussi par l'humour. Des fois. Alors, j'ai pas d'exemple qui me vient comme ça, mais ça permet de faire passer pas mal de messages. Alors après, on peut pas tout faire passer par le biais de l'humour, mais ça aide pas mal sur des situations qui sont pas dramatiques. Et puis sinon, l'enfant, ils sont aussi très malins dans le sens où ils savent pourquoi on est là, sur quoi on intervient, et des fois de dire, bah par exemple, enfin là non, c'est pas possible, vous pouvez pas
dire ça à votre enfant, ça permet aussi que l'enfant se sente considéré et qu'il comprenne aussi pourquoi on est là et qu'il puisse aussi nous interpeller ou nous identifier en tout cas comme quelqu'un qui est là aussi pour pas forcément le défendre mais le soutenir et qu'on voit ce qui se passe et ne pas laisser faire aussi parce que si on laisse toujours faire quand c'est en présence de l'enfant, finalement il va pas forcément assimiler ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. Si je mets des guillemets à ce que je dis, hein. Je vulgarise un petit peu, mais voilà, qu'ils puissent se sentir considérés. Et puis voilà, c'est après faire preuve de tact, de pas être dans le jugement. Et puis ou des fois, au lieu de dire bah non ça c'est pas possible, c'est d'amener vers d'autres pistes. Bah peut-être que vous auriez pu lui demander comme ça. Et puis des fois, bah sans se substituer aux parents, mais en tout cas on montre aussi comment nous on réagit, où on prend le relais sur des situations où on sent que là le discours est rompu et du coup de nous voir réagir face à leur enfant, même s'il n'y a pas du tout la même chose qui joue forcément dans la relation parce qu'on reste professionnel, extérieur et que ça sera souvent plus aisé pour nous de reprendre une situation que pour le parent. Ça leur permet aussi de voir comment ils auraient pu faire autrement. Donc voilà, c'est ou de reprendre devant l'enfant, mais en faisant attention de ne pas discréditer le parent, soit de reprendre en différé. Moi, ça m'arrive des fois de dire, bon, bah là, ce soir, ça a été compliqué. On se revoit dans la semaine, on fait un point quand le petit est à l'école. Et du coup, de reprendre un petit peu par le déroulé de la VAD et de reprendre ce qui s'est passé. Et puis aussi en donnant des pistes, en amenant à réfléchir, en amenant aussi des fois les parents à se mettre à la place de l'enfant. Parce que des fois, il suffit de ça. C'est des parents qui vont pas forcément agir dans l'intérêt de l'enfant ou se mettre à la place. Et finalement, d'eux-mêmes, ils trouvent d'autres stratégies ou dire, bah, qu'est-ce qui vous a amené? C'est d'essayer de comprendre. C'est toujours notre but parce qu'à un moment donné, ils ont réagi comme ça. Pourquoi? Parce que c'est le modèle qu'ils ont eu. Parce que, bah, là, c'est la seule option qu'ils avaient parce que, bah, ils étaient fatigués, parce qu'ils en avaient marre et que, enfin, voilà. C'est d'essayer de comprendre, quoi. Et justement, tu as eu affaire à des parents qui avaient un comportement violent ou pas durant une visite à domicile? Alors, comportement violent, physiquement, faut savoir qu'en général, les familles, elles sont, c'est pas la majorité qui sont orientées pour des violences physiques. En général, quand il y a vraiment de la violence physique avérée, on n'est pas sur des mesures de PAD, enfin en tout cas sur des tout petits, sachant que nous c'est quand même des tout petits. Donc si on a, enfin voilà, des brûlures, des choses comme ça. Moi, en tout cas, sur le temps où j'ai exercé, j'ai pas vu d'accompagnement de ce type en PAD. Donc, des gestes, c'est plus des gestes violents ou des enfants qui vont être rattrapés un peu vivement. Après, c'est plus sur les propos en général où ça peut être violent. Et donc là, c'est à nous de reprendre, enfin voilà, de mettre le haut là, de se positionner, de dire à un moment donné ça, c'est pas possible, quoi. Vous pouvez pas vous lui parler comme ça. De mettre du tiers dans la relation et d'un moment d'être capable de stopper. En général, enfin voilà, on n'arrive pas à des situations extrêmes, ou alors c'est plus des situations de gros conflits. C'est plus quand on est sur nos retours qu'on fait aux familles, quand on annonce enfin des placements ou qu'ils sentent voilà qu'il y a des choses comme ça qui se passent, sachant que voilà quand on annonce une préconisation, on dit qu'on va aller sur un placement. Déjà, ça se fait pas en un jour, et puis on le fait dans un cadre particulier où il n'y a pas l'enfant, etc. Mais des pratiques vraiment violentes, non, des discours violents. Mais après, bah, c'est de mettre en place des stratégies pour essayer de couper la discussion parce qu'en général, le parent est débordé, il est plus capable, lui, de prendre du recul sur ce qu'il dit et ce qu'il fait, quoi. Donc, D'accord. On fait un peu un chat avec Liloucha qui nous dit: Je te remercie beaucoup, Christelle, grâce à tes lives, j'ai appris plein de choses. Et finalement, j'ai eu mon diplôme de jeu récemment par la VAE. Bravo! Bravo, félicitations. félicitations, champagne, fais-ton ça, picole un peu pour moi. Non. En tout cas, ou bois de l'eau. Il fait chaud. C'est mieux quand même. Mais non, c'est super. Je suis contente que ça vous serve et c'est aussi fait pour ça. Et aussi pour vous rassurer sur le fait que c'est pas si compliqué d'être GE, il suffit d'y croire. Et, partager avec vous aussi notre passion finalement. C'est ça qui est bien aussi, notre vocation. Euh, Moi, ce que je voulais savoir, c'était comment tu arrivais à créer du lien avec l'enfant, à part l'humour. Enfin, est-ce que tu y allais avec des petits, je sais pas, des propositions éducatives pour créer du lien avec l'enfant durant les
les visites à domicile, voilà, parce qu'il y a les parents, mais il y a aussi l'enfant. Comment tu accompagnes l'enfant dans ces moments-là? Alors du coup, ça dépend aussi de l'âge de l'enfant, hein, clairement, mais du coup, il va avoir tout ce qui est proposition de jeu, de temps d'éveil, et puis ça passe beaucoup aussi par la parole, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément, moi c'est ce qui me peut manquer aussi un peu en pâte, c'est des temps où on est seul avec l'enfant. C'est vrai que souvent on a la possibilité, hein, parce qu'en plus nous nos locaux sont associés avec une crèche familiale, donc même si on n'a pas des grands locaux, on a en tout cas la possibilité d'avoir des temps seuls avec les enfants. Mais souvent, ça reste compliqué pour les parents d'accepter parce que on a ce rôle de protection de l'enfance, parce que les parents ont peur que les enfants aient des confidences, même si c'est pas forcément des confidences, enfin sur des faits graves. Hein. Mais voilà, il y a toujours ce doute de dire mais qu'est-ce qu'il va pouvoir dire, est-ce que ça va me mettre en défaut, etc. Ou alors quand c'est des tout petits, voilà, souvent confier son enfant, le laisser même sur un temps au bureau où on dit bah voilà juste avec la collègue en binôme on fait un petit temps d'éveil avec lui, vous ça vous permet de souffler une demi-heure, puis nous ça nous permet d'avoir un temps avec l'enfant. Ça reste compliqué à organiser, ça se fait mais souvent c'est difficile pour les familles, donc ça se passe sur les temps du quotidien, comme on peut créer de la relation avec un enfant en crèche pour les plus petits, c'est enfin voilà sur les temps de les temps d'éveil, sur les temps même de bain, où voilà, on est dans l'échange avec les enfants. Et puis après, forcément, il y a tout ce qui est jeu, les sorties sur l'extérieur. On essaye c'est des familles en général qui sont quand même très isolées et qui connaissent pas forcément les lieux ressources, les médiathèques, tout ça, les ludothèques, ou même profiter des événements qui sont proposés par la ville pour les amener un petit peu sur l'extérieur. Et puis après, les outils, c'est en fonction de chaque professionnel. Mais c'est vrai que moi c'est des fois j'y allais, je disais bon on fera un petit temps lecture et puis du coup voilà autour d'un temps lecture on crée du lien avec l'enfant autour d'un petit jeu de société. Enfin c'est tous les moments du quotidien finalement qui permettent de créer ce lien là avec les enfants avec des outils ou pas. D'accord. Eh bien, dis donc, c'est gentil, Sherazade, tu nous dit merci. Chris, tu es une pépite pour nos VAE. Merci de nous montrer toutes ces casquettes de jeu. C'est surtout les invités qu'il faut le remercier. Et pour parler de VAE, mardi prochain, le live que je fais avec Jeanne, qui travaille en maternité, en néonatologie. J'ai trop hâte, aussi. Néonatologie. Maternité, les filles, venez. Et les garçons aussi, hein, mais bon, il n'y a pas beaucoup de garçons sur ma page. Justement, elle passe sa VAE, Jeanne. Elle a un rôle de jus en maternité et elle est en train de passer sa VAE, donc elle ne l'est pas encore officiellement. Donc on va aussi parler de ce sujet-là. Donc mardi, on traitera les deux sujets, la VAE et la maternité. Donc go, 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 on vous attend. Bon, le live sera en plein après-midi, mais sinon on vous attend dans le replay. Bon, bref, passons. Parce qu'elle est sur l'île de la Réunion, donc il a fallu s'entendre sur un horaire. Voilà, petit aparté. Moi, j'aimerais savoir s'il y a une petite réussite, une petite victoire particulièrement significative pour toi, enfin un accompagnement qui t'a marqué sur ce lieu-là. Ah, mais t'es là, Jeanne. Coucou, à mardi. Mais oui, j'avais oublié que c'est vrai que tu étais passée tout à l'heure, je ne savais pas si tu étais encore là. Donc ça va être cool. euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, une petite victoire. Ce serait bien de savoir aussi comment tu es devenue accompagnatrice VAE, Christelle. Alors, on verra ça après, mais il y a un live sur la page de MC Consult où elle m'avait invité en interview. Et là, tu peux aller le regarder, voilà. Mais devenir accompagnatrice VAE, c'est particulier aussi. C'est une certification, il y a un mémoire, il y a un diplôme à la clé. Voilà. Tout le monde ne le fait pas, malheureusement, mais il faut le faire maintenant. Donc, je disais un accompagnement qui t'a particulièrement marqué. Dans le positif. On verra le négatif après. Ça marche. Non, dans le positif, de toute façon, il y a souvent du positif et du négatif partout. C'est des familles qu'on est amené quand même. J'ai pas parlé de délai, mais en général, on est en moyenne sur des mesures de 6 mois ou un an et qui sont renouvelables plusieurs fois. Donc moi, je sais que là, on a 1 an et demi. J'ai suivi peut-être une dizaine de familles, mais il y a des familles que j'ai suivies tout le long ou qui étaient déjà suivies depuis 3 ans quand je suis arrivée. Donc forcément, il y a des victoires et pas des échecs, mais des périodes plus difficiles avec toutes les familles. Moi, j'ai souvenir, donc je suis monitrice de portage en écharpe, et du coup, j'avais proposé un atelier avec une maman où voilà, les relations peuvent être
assez compliqué. C'est par phase, mais c'est lié aussi à ses difficultés psychiques. Hein. C'est une maman qui a une pathologie psychique, alors qui est pas vraiment diagnostiquée, mais qui a un lourd passif de protection de l'enfance, qui a vécu des événements ultra traumatiques, et où des fois là, voilà, la relation peut être un petit peu compliquée. Et on avait prévu de faire un atelier portage, et en fait, donc je l'avais fait sous forme, j'avais créé un outil où l'idée c'était d'amener la famille à se rendre compte que finalement, entre la vie in utero, les besoins de l'enfant et le portage en écharpe, ça répondait en fait aux mêmes choses. Enfin, le fait d'être contenu, le fait d'être rassuré, etc., le fait d'avoir la chaleur, les paroles de la maman. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle arrivait à répondre aux questions et que finalement, elle connaissait les besoins de sa petite fille. Et c'est vrai que de voir le plaisir de cette maman et s'auto-sentir valorisée, parce que nous, on leur dit, mais ça, vous savez, alors ça, certes, c'est plus compliqué, mais là-dessus, vous vous débrouillez. Mais là, de se rendre compte d'elle-même, en fait, qu'elle avait des capacités et des compétences. Enfin voilà, c'est vrai que c'était un moment top parce que du coup, ça sort aussi un peu de nos interventions plus quotidiennes où on est plus sur de la guidance parentale et on oriente un peu plus. Et là, voilà, de se rendre compte d'elle-même sur quelque chose qui, je pense, était pour elle aussi le portage en écharpe, quelque chose de réservé aux familles autres qu'elle. Je pense qu'elle se considérait voilà incompétente et que c'était même pas accessible pour elle. Et finalement de se dire, ben j'y arrive et en plus toute seule. Enfin voilà, c'était une fierté. Et c'est vrai que c'est des moments où voilà, on se raccroche aussi à ces moments-là quand pour le coup il y a un creux de vague, voilà. Mais il y a plein de petits moments comme ça où des familles qui, enfin, on a un papa là qui est très compliqué de communiquer avec son petit garçon. Enfin, voilà, c'était pareil avec des grosses difficultés psychiques. Et enfin voilà, quand il arrive à lui dire un petit mot, eh ben ça paraît rien, mais nous on se dit bon bah voilà, peut-être qu'on y est pour rien, mais peut-être que voilà, on a réussi à accompagner jusque là et du coup bon bah voilà, c'est des super moments qui rechargent les batteries pour quelque temps quoi. Et l'inverse, un accompagnement un peu ou difficile pour toi, il y en a eu, pas? Bah, c'est souvent ce qui est compliqué, je trouve, c'est quand on a des familles avec des où on sait que c'est la pathologie psy aussi qui fait souvent qui impacte en tout cas l'enfant, la relation, etc. Et où nous, au niveau éducatif, on tente tout, mais qu'on sent que on est un peu à la limite et que tant que le psychiatrique sera pas accompagné, on n'arrivera pas à avancer plus sur l'éducatif. Et où là, ça peut être frustrant parce qu'on a des familles qui refusent de se faire soigner et où on se retrouve bloqué. Après, voilà, j'ai envie de dire, même dans les situations où on a été sur des demandes de placement, c'est pareil, c'est accompagné. Enfin, on arrive à prendre un certain recul. Et puis, j'ai envie de dire, tout à l'heure, on parlait du non-jugement, mais l'avantage aussi de travailler au quotidien avec ces familles-là, c'est qu'on arrive à comprendre comment elles en sont arrivées là et pourquoi elles agissent comme ça. Euh, et du coup, même les périodes les plus difficiles, enfin, j'ai eu des situations où je me suis pris quand même assez violemment la tête avec des familles. Alors souvent, ça reste verbal, hein, mais voilà où il y a des propos durs, enfin voilà, avec des menaces d'attentats ou enfin voilà, des fois ça peut aller loin dans les discours. Euh, donc certes, c'est des moments de conflit, c'est des moments compliqués où même, enfin moi qui ai pour le coup horreur du conflit, protection de l'enfance, on n'est pas épargné. Mais du coup, on a une compréhension de la situation et on le vit différemment. Après, voilà, c'est ça ou des situations quand on n'est pas entendu par la juge, quand, enfin moi j'ai eu la situation d'un petit garçon, on demandait le placement sur une fratrie de trois parce qu'on sentait que lui il en pouvait plus et que là le pad n'était plus suffisant et où on nous dit bah oui mais c'est pas possible, enfin ou voilà on n'est pas entendu dans nos préconisations et où on sent que enfin finalement c'est une famille qui a implosé quelques temps après quoi. Et là ouais c'est frustrant parce qu'on dit à l'enfant écoute on a entendu ta souffrance, on a entendu que ça allait pas au domicile, on a tenu le même discours à la mère en disant on entend que vous êtes à bout et que là il faut peut-être un temps de pause pour tous les deux. On arrive à les accompagner vers ce chemin-là et qu'en fait bah, on se prend un mur et quand ils repartent ensemble. Mais finalement, je pense que l'un et l'autre, même si on promet rien, se projeter là-dedans et là du coup ouais, c'est un peu compliqué parce que
voilà, on se dit nous on accompagne, on a galéré, on arrive à ce que il y ait une séparation qui puisse se faire, mais dans de bonnes conditions, puis tout en continuant d'accompagner la famille et on se rend compte qu'on n'y arrive pas, quoi. Donc c'est des situations plus comme ça qui sont compliquées que vraiment des moments de tension. Il y en a, mais c'est pas ce qui est le plus difficile, je trouve, à vivre. Ouais. Adeline nous dit, si l'enfant est suivi pour handicap, psy, mais pas que, un lien est fait avec les structures de suivi facilement, parce qu'elle travaille du côté de la pédopsychiatrie et suivant donc certains placements, voire être à l'origine, le lien est parfois difficile, parfois sans besoin pour que chacun ait sa place, etc. Ouais, alors il y a un gros boulot quand même de partenariat, hein, ce que je disais. Après, ça dépend des structures, des professionnels. Il y en a qui laissent plus ou moins l'accès. Aux infos que les uns les autres ont. On sent qu'il y a des services qui n'ont pas envie de partager ou même en protection de l'enfance. Hein, des fois, on est les premiers à ne rien vouloir dire aux crèches, aux professionnels de crèche. Sauf que bien sûr, on le fait avec l'accord des familles parce qu'on n'a pas à dévoiler certaines choses. Mmh. Mais des fois, les professionnels de crèche ont aussi besoin de savoir pour accompagner les familles. Donc, si moi j'ai plusieurs situations avec des enfants parce que dans ces familles-là, il y a quand même souvent des retards de développement. C'est pas tous, mais souvent il y a des retards de développement, donc avec des suivis CAMS, etc. Et donc nous, enfin voilà, moi je me suis vue plusieurs fois faire accompagner les parents vers une demande d'admission CAMS, faire des points réguliers avec les thérapeutes pour voir si la famille déjà elle se mobilise pour aller au rendez-vous, s'il y a de l'évolution au niveau des enfants, ce qu'ils imaginent comme orientation. Enfin, si il y a un gros travail de partenariat. Sur le champ du handicap, mais au-delà, enfin l'ensemble des partenaires, nous on essaye vraiment d'accompagner la famille et d'être en lien avec tous les professionnels qui interviennent. Oui, dans certains départements, c'est plus difficile que d'autres, donc c'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Ce que nous dit Adeline. Oui, puis je pense que ça dépend vraiment des structures et puis des professionnels. Il y a des professionnels avec qui, enfin moi je sais que par exemple j'ai essayé de travailler avec une orthophoniste, j'avais beaucoup de mal. Et une orthophoniste qui est plus ou moins pris, je pense, la famille en grippe. Et du coup, c'est compliqué. Et puis qui a décidé que de toute façon, elle travaillerait qu'avec la famille et pas avec nous. Alors que nous, on arrive aussi des fois, on connaît aussi bien les familles et du coup, ça permet des fois de reprendre des quiproquos, des choses comme ça. Mais voilà, ça dépend aussi des professionnels. Mais nous, dans l'ensemble, on essaye de le faire et sans biaiser aussi la famille. C'est-à-dire que sur les réunions écoles, ça nous arrive de les appeler sans que la famille soit là. Mais en général, on fait avec la famille ou au moins on dit à la famille, bah, écoutez, là, on a des doutes sur des absences, on va appeler l'école pour savoir ce qu'il en est. Et du coup, on est toujours transparent avec la famille, mais tout en travaillant avec les partenaires. Et ça, ils savent dès le début que le service de PAD est amené à travailler avec l'ensemble des partenaires. Et par exemple aussi, des fois, les grands-parents, enfin voilà, quand les grands-parents prennent le relais sur les temps de week-end, bah, on peut être amené à aller évaluer au domicile ou à rencontrer les grands-parents pour voir si l'enfant peut être en sécurité sur ces temps-là, quoi. D'accord, ok. Ça, c'est, on fait appel à tout le monde finalement. C'est une grande Mm. sphère, toute la sphère. Est-ce que si demain nous avons des EGE, des professionnels qui veulent postuler pour ce type de poste, ce serait quoi tes conseils sur voilà, selon toi les qualités requises, comment elles pourraient réussir l'entretien, enfin voilà, tes petits conseils, tes petits tips pour que ça passe. Non, je pense que alors après pour le coup, alors, ça reste personnel, mais moi c'est vrai que le fait d'avoir fait mon stage long en centre maternel et le fait d'avoir commencé par une structure avec une présence de l'équipe en permanence, ça a été un vrai atout et ça m'a facilité quand même les choses en arrivant sur un service de PAD parce que sur des services où on travaille au domicile, alors nous dans le service où je suis, on a la chance de travailler en binôme, on va pas se cacher, je pense que la majorité des services on travaille seul. C'est un éduc par situation. Moi, c'est des choses où, par exemple, je me serais pas vue. Donc, je pense déjà aussi, il faut savoir se protéger parce que c'est des milieux, on est quand même vite mis à risque. Pour plein de raisons différentes. Et puis après, au niveau des qualités, je pense que ça reste les qualités, si je puis dire, basiques, enfin, de l'EJE, d'être capable de s'adapter, de se remettre en question,
Et puis après, faut pas s'arrêter, je pense. Enfin, moi, par exemple, j'ai horreur du conflit, quoi. Et donc, ça peut paraître un peu paradoxal d'être en protection de l'enfance où il y a régulièrement du conflit, mais finalement, on le gère autrement. Et puis, avec sa casquette de professionnel, et puis on développe d'autres compétences. Après, c'est de vendre aussi, je pense, au-delà de soi et de ses propres qualités, la place de l'EJE et ce qui peut faire la différence avec les autres, sans dénigrer les autres métiers, c'est pas du tout l'idée, mais de dire que, enfin voilà, on a des capacités d'observation, on connaît le développement du jeune enfant et de vendre un petit peu ce qu'on a. Enfin, par exemple, si il y en a qui sont super créatives et qui ont plein d'outils sous la main, enfin voilà, de pouvoir argumenter un petit peu la différence que le JE peut faire par rapport à d'autres formations, quoi. Euh, Après, ça reste compliqué, ça dépend aussi des attentes des responsables. Mais voilà, je pense que le fait d'être à l'écoute, d'être quand même dans le non-jugement, d'être en capacité de se positionner, parce qu'il n'y a pas. Alors ça peut être un peu plus compliqué au début, hein, et puis de toute façon on est jamais parfait, hein, mais d'arriver, de montrer qu'on n'a pas les deux pieds dans le même sabot et que on va être en capacité à un moment de se positionner tout en restant à l'écoute et bienveillant, quoi. Je sais pas si ça répond vraiment à la question. Oui, quand même. Ça dépend. Est-ce que ça y est, vous sentez que vous pouvez postuler là, vous êtes à fond? Euh, je regarde les questions. Donc, au niveau des questions qu'on m'avait envoyées, je pense que là, j'ai fait le tour. Les familles. Comment collaborez-vous avec les familles? Comment... Est-ce que tu as des plans, des formations de prévues pour ton développement professionnel ou est-ce que tu as eu des compléments de formation après ta formation JE? Ça, c'est intéressant pour t'aligner avec ta pratique actuelle. Alors, bah, j'ai fait la formation de monitrice de portage en écharpe. Et après, par le biais du coup de l'association, on a eu une formation sur la santé psychique. Pour mieux accompagner les familles, hein, les parents, etc. Et c'est vrai que ça aide pas mal parce que bah, protection de l'enfance et handicap font souvent qu'un et que du coup on a souvent des parents avec des pathologies et c'est vrai que ça a été vraiment hyper intéressant parce que ça permet de comprendre un peu plus ce qui peut se passer pour eux et du coup de réadapter nos outils à leur handicap et d'adapter nos propositions éducatives. Enfin voilà, en passant par des plannings parce que bah on sait que par exemple des gens déficients ils ont besoin que les choses soient carrées. Alors même si ça n'empêche pas qu'il faut s'adapter parce qu'un enfant c'est que réadaptation, mais du coup bah voilà en créant des outils comme ça donc c'est vrai que cette formation là elle a été vraiment top et après c'est plus des lectures par-ci par-là plus que vraiment des formations en tant que telles que j'ai refait quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin, qui te booste, qui te donne envie d'aller au boulot? Bah, c'est le fait clairement d'être auprès des enfants, de les accompagner, enfin, de voir l'évolution des familles aussi, où des fois on part en se disant oulala, quand on lit le rapport au début, on se dit oulala, catastrophe, et puis finalement de voir que les familles elles évoluent. Enfin voilà, moi j'adore tout ce qui est créer des outils, etc., monter des projets. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment un ensemble quoi. Le fait d'être auprès des familles et des enfants, et puis d'avoir cette possibilité de créer un petit peu bah, notre journée type, parce que c'est vrai qu'on est quand même relativement libre de notre organisation pour le coup. Et puis, notre mission, c'est d'accompagner la famille, mais quelque part, on le fait un petit peu en fonction de, bah, par exemple, moi, j'aime bien utiliser les bouquins auprès des enfants, et ben voilà, c'est un des outils que j'utilise souvent, quoi. Et ça, c'est vrai que cette liberté de d'accompagner sous la forme qu'on le souhaite, voilà, c'est quelque chose de top. Et puis, bah, les petites victoires, je pense à une collègue qui a mis 1 an pour faire installer un pommeau de douche dans une famille où on se dit, ben voilà, c'est des petites victoires, mais c'est des choses où on se dit, bah ouais, mais peut-être que je vais galérer, mais sur des victoires comme ça, ou des familles qui, quand on se sépare au tribunal, nous remercient parce qu'elles arrivent à repartir librement, si je puis dire, avec leur famille, en se disant que leur dossier auprès de l'ASE est plus ou moins classé. Alors ils savent qu'il y a toujours
enfin que si un jour il y a une alerte, ils peuvent être de nouveau suivis. Mais dire bah quand on est arrivé, on était à 2 doigts du placement et puis bah finalement après 2 ans d'accompagnement et plusieurs tempêtes, et ben ils arrivent à avancer maintenant seuls et ça voilà c'est une journée peut-être tous les 2 ans ou plus régulièrement, mais en tout cas c'est ce qui motive pour le reste de l'année quoi. C'est aussi ça la beauté de l'accompagnement. C'est un peu similaire. C'est autant quand on travaille en crèche, on se dit on est là que pour les 3 premières années de la vie de l'enfant. Quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un deuil à faire en se disant, ben voilà, moi quand j'ai fait ma part, j'ai fait mon rôle, maintenant c'est à l'enfant qui a les billes, voilà, que j'ai les petites graines que j'ai plantées en lui, qui va pouvoir continuer de pousser, etc. Et il va aller à l'école, il va faire, voilà. Et il faut avoir ce sentiment aussi de faire son deuil de cette distance, en se disant, voilà, ça y est, je le laisse partir, bye bye. Et un peu pareil aussi de ton côté, c'est voilà, j'accompagne une famille. Maintenant, le but, c'est qu'elle puisse après pouvoir évoluer sans nous, avec ce qu'on leur aura apporté durant X mois ou X années. Et est-ce que quelque part, il n'y a pas un deuil à faire ou se dire, voilà, psychologiquement, se dire qu'à un moment donné, il y aura une rupture qui va se créer et du coup, faut être prêt aussi à envisager ça parce que parfois, je vois, il y a des professionnels qui ont du mal avec ça en se disant, ben, j'étais là et maintenant, il y a des situations qui nous mettent plus mal à l'aise que d'autres. Mais j'ai l'impression que c'est dans tout travail d'accompagnement. Même moi, je peux raccrocher avec mon travail d'accompagnatrice quand je suis 18 mois avec des élèves. Il y en a certaines qui partent. Il y en a certaines qui reviennent après l'accompagnement parce qu'elles peuvent continuer d'assister aux réunions parce qu'elles ont du mal à partir. Ah bah, Je suis diplômée, j'ai plus besoin de Christelle. Mais elles reviennent un petit peu. Pas longtemps, mais elles reviennent parfois. Et puis moi aussi, des fois, j'ai un peu la larmette quand elles ont leur diplôme. Je leur dis, oh, ça y est. Voilà, pour certaines, pas pour toutes, mais est-ce que c'est aussi ça, le travail d'accompagnement, de se dire à un moment donné, il y a cette rupture, il y a cet au revoir qui fait que faut aussi se préparer à ça quand on est éduque, quand on est dans l'accompagnement. après, c'est vrai qu'en général, c'est des familles qu'on suit plus ou moins longtemps, mais on est quand même en général sur plusieurs mois. Donc c'est vrai que quelque part c'est un peu la plus belle façon de finir qu'on puisse arrêter d'un commun accord en se disant bah ils ont plus besoin de nous. Donc finalement enfin moi je le vis pas difficilement dans le sens où en général on a vécu plein de choses ensemble et que on se dit que bah la suite enfin c'est tout ce qu'on peut souhaiter de mieux pour cette famille. Et puis bah on reste aussi on leur dit qu'on reste toujours plus ou moins disponible si à un moment il y a une question, il y a une envie, enfin voilà, il y a une problématique qui peuvent nous recontacter. Et puis c'est des familles qui des fois on est amené à recroiser par hasard et du coup de prendre des nouvelles. J'ai envie de dire pour le coup, ce qui serait plus compliqué, c'est des familles où, bah voilà, on sait que, enfin, moi j'ai des exemples où ça fait des années qu'on accompagne et puis on se rend compte que bah le pad c'est pas forcément la solution parce qu'on pourrait faire aussi tout un live sur les limites du pad parce que voilà ça a du bon mais pas seulement et puis sur des situations où on se dit bah là il y aurait peut-être besoin d'une séparation, en tout cas d'autres choses parce qu'on se rend compte que être parents à temps complet c'est trop compliqué et que même avec un pad 2 interventions par semaine on sent que le développement de l'enfant est quand même entravé, qu'on n'est pas entendu par les juges et qu'on est obligé de laisser ces situations perdurer dans le temps parce que bah finalement bah le foyer est-ce que ça sera mieux pour cet enfant parce qu'il y a quand même des liens d'attachement, est-ce qu'une famille d'accueil avec bon tout le bon qu'on entend mais des fois aussi le plus mauvais bah enfin voilà, je trouve que c'est ça qui est plus difficile finalement quand les familles partent et qu'on se sépare d'un commun accord. Bon bah voilà, on se dit que on a réussi en tout cas à les accompagner, on a participé à ça et c'est que tant mieux. Ouais, c'est plus ces situations qui gangrènent, si je puis dire, où voilà, où on n'est pas entendu et où on se dit bah, enfin voilà, on sait que là il joue des choses importantes pour l'enfant, que ça suffit pas forcément ce qu'on apporte et que mais qu'on n'a pas de d'autres solutions à proposer parce qu'on est limité quoi. Et ça, je trouve que c'est compliqué et c'est ce qui peut épuiser sur le long terme, je pense. Toute la complexité du système, effectivement. Est-ce que tu as des projets pour la suite? Tu comptes rester là-bas encore
un bon moment, tu as des envies particulières, on te dire qu'un jour, il y a une structure dans laquelle tu aimerais exercer que tu n'as pas encore testé. Ouais, Alors après, je pense que c'est attends pas. plaisir, et tu attends aussi quelque chose d'autre, mais, mais du coup, qu'est-ce qui est prévu? Du coup, je pense que c'est pas un poste sur lequel je resterai des années et des années parce que je pense que on a vite fait aussi de s'épuiser. Et puis bon, voilà, c'est pareil. On pourrait en faire tout un débat, mais sur le fait de pas être entendu par les juges, etc., et du fonctionnement du système. Enfin voilà, batailler. C'est vrai qu'un des atouts aussi, je pense, de l'EJE et une de nos missions qui peut être un peu plus propre à notre métier, c'est de défendre toujours l'intérêt de l'enfant et de se rendre compte que c'est pas entendu ou que enfin voilà on nous parle des droits de l'enfant et que c'est pas respecté. Bon voilà, je pense que pour plein de raisons comme ça, c'est voilà, soit je pense que je finirai par me résigner, soit par vraiment ne être trop mal pour pouvoir continuer à faire ce métier correctement. Donc voilà, je pense que quelques années, ça sera déjà bien. Et après, ce que je disais, des structures comme le CAMS, je suis pas fermée à y retourner. Enfin voilà, centre maternel, enfin centres parentaux. Moi, je m'étais régalée aussi, donc voilà. C'est des structures, voilà, où peut-être que je m'y retournerai à un moment ou un autre. Pour l'instant, voilà, je suis là actuellement et puis on verra la suite, quoi. Oui, parce que du coup, en termes d'horaire, tu travailles en semaine, tu travailles le week-end aussi, ou il y a des horaires spécifiques, ou du coup, toi, c'est plutôt des horaires classiques? Alors nous, l'avantage, encore une fois, hein, ça dépend des services de PAD, mais nous, on travaille du lundi au vendredi, on travaille pas le week-end, sachant que je sais que quand les collègues ont créé le service, l'idée c'était de se dire que si les parents peuvent pas être en autonomie 2 jours d'affilée, c'est quelque part ça correspondait pas forcément à une mesure de PAD. Alors je vulgarise un petit peu, mais voilà, nous en tout cas le service est sur un fonctionnement du lundi au vendredi, avec quand même des astreintes qui sont assurées par les chefs de service. Et puis, il y a quand même le centre parental qui est quand même ouvert 7 sur 7, 24 sur 24 sur les temps de soirée et de week-end. Donc, ils sont pas livrés eux-mêmes quand le service est fermé le vendredi soir. Mais moi, je travaille du lundi au vendredi. Et ça, c'est pareil, ça, c'est par rapport au fonctionnement de l'association. Mais j'ai un jour de repos. Donc, moi, par exemple, c'était le vendredi, une semaine sur deux. Parce qu'on fait un peu plus d'heures, on est un peu plus de 35 heures. Et du coup, ça nous permet d'avoir moins un vendredi sur deux. Donc, du coup, ça reste, même si on fait des horaires un peu décalés, parce que je fais des préparations avant l'école, donc ça veut dire être à 7h30 dans la famille. Et quand il y a des soucis d'endormissement, je peux intervenir jusqu'à 21h à l'endormissement de l'enfant le soir. Mais bon, voilà, on a quand même ce luxe-là de cette organisation-là. Et en même temps, c'est nous aussi qui calons nos rendez-vous. Donc, on a quand même de la souplesse. Moi, si ça m'arrange, entre guillemets, et que c'est jouable avec la famille et que ça a de l'intérêt, bien sûr, de faire l'endormissement le mardi soir plutôt que le vendredi soir, eh ben, rien ne m'empêche de le faire le mardi soir, quoi. Donc, Vraiment avoir une capacité d'adaptabilité, oui. aussi et de souplesse, comme tu dis. Mais écoute, c'est parfait. Merci beaucoup pour ce live. Je pense que nous sommes. Merci Il y à avait toi. quelque chose que tu voulais nous dire dont on n'aurait pas parlé ou... Alors, comme ça, je ne vois pas. S'il y a des choses où j'ai pas été claire, parce que la semaine a été quand même assez fatigante, Mais ça a été ne pas hésiter à... rapide, avec beaucoup de détails et on sent ton professionnalisme et ta passion du métier. Petite promo pour les candidats à la VAE. En ce moment, il y a un webinaire que je vous propose le 22 juin qui est à tout petit prix, qui a thématique plutôt développement personnel, mais qui vraiment vous aidera à continuer à rédiger votre livret 2. Allez-y parce que j'ai mis peu de place sur celui-là parce qu'on est au mois de juin, on est en fin d'année. Parce que d'habitude, mes webinaires, on tourne à des fois 50 personnes et c'est compliqué. Là, je l'ai mis à 10-15 personnes et pour vraiment un tout petit comité. Donc, comme on sera un petit comité, n'hésitez pas à venir parce qu'en plus, je vais répondre à vos questions en fin du live. Et parce que c'est des moments que vous aimez bien, donc je prendrai une petite demi-heure, 3/4 d'heure en plus du live pour répondre à vos questions concernant votre livret. Donc, n'hésitez pas à venir vous inscrire. En plus, il est vraiment un petit prix celui-là. C'est un test. J'aime bien tester des petites choses avec vous. Et donc, mardi, comme promis, on se retrouve avec Jeanne pour l'éducatrice de jeunes enfants, enfin, et le travail de la professionnelle petite enfance en maternité et en néonatologie. Néonatologie, voilà. Chaque fois, je veux dire néonatologie, mais c'est pas ça. Donc, c'est néonatologie, néonat.
néonate. Voilà. Voilà. Mais tout va bien. On est vendredi soir, effectivement. Wouh, on est en week-end pour certains. Merci Manon. Merci à toi. Chouette. Comme d'habitude, ce live, vous pouvez le retrouver en replay sur ma page. Et puis, je le mettrai aussi bientôt sur YouTube, parce que j'ai une super chaîne YouTube, pour pas que vos lives d'exception et les interviews d'éduc et de pro exceptionnels se perdent dans les archives. Toi aussi, Adeline, tu es du coup sur YouTube, au cas où tu ne saurais pas maintenant. Voilà, le live avec toi et sur YouTube. Ça se passait en pédopsychiatrie. Voilà, voilà. Écoutez, je vous fais un gros bisou. Merci Manon, à bientôt. Bonne soirée. À tous. Et puis bon week-end et peut-être à mardi. Voilà, voilà. Ciao, ciao.